Donc, nous avons cette séance d'après-midi intitulée Sur les apprentissages, hein, apprentissage musical et développement cognitif. Donc, on a quatre interventions, chacune de 20 minutes. Donc, la première de Madame à ma gauche, de Madame Amel Chefay, euh, avec les professeurs en écotoxicologie, Université de Sfax, et membre de l'Académie Beit el-Hekma Tunisie. Donc, l'hypnose érectionienne comme outil de performance et d'apprentissage de la musique, ça c'est la première. Deuxième, à ma droite, donc Madame Souad Kamoun Chouk et Amel Mahjoub. Donc, professeur de l'École supérieure de commerce pour Madame Souad Chouk, de commerce à l'université de Manouba, membre de l'Académie Beit el-Hekma Tunisie, et pour Madame Amel Ben Mahjoub, que je connais, que c'était mon étudiante, je peux dire inspectrice? Émérite. Inspectrice émérite et doctorante en sciences de l'éducation. Voilà. Apprendre sur l'environnement au rythme de la musique. Et puis nous avons monsieur à ma gauche, Fouad Belrouthi, donc qui est assistant en musicologie à l'Institut supérieur de musique de Sousse, membre du laboratoire de recherche en culture, nouvelles technologies et développement à l'Institut supérieur de musique de Tunisie, et l'intervention intitulée Le développement des compétences socio-cognitives dans l'improvisation musicale. Et Madame Sourour Benzarti, qui est doctorante en musicologie à l'Institut supérieur de musique de Tunis, professeure principale au Centre national de musique des arts populaires. Elle va nous joindre tout à l'heure avec, bien sûr, sa contribution étude de processus cognitifs dans l'apprentissage musical pour les élèves atteints de troubles d'apprentissage 10. Les 10. Oui, les Sourour. Elle est là. Ah, voilà. Donc, on est au complet. Je donne directement la parole sans tarder à Madame Amel Chefay. Merci, chers collègues. C'est toujours un bonheur de présenter une conférence avec le Hakma. Aujourd'hui, donc, je tiens à remercier tous ceux qui se sont déplacés pour assister à la conférence. Je remercie également tous ceux qui nous suivent en ligne. Et aujourd'hui, donc, je vais parler de l'hypnose ericksonienne comme un outil de performance et d'apprentissage de la musique. Ma conférence s'articule autour de 4 grands axes. Tout d'abord, l'histoire de l'hypnose. Ensuite, l'hypnose ericksonienne. Donc, je vais parler de l'hypnose ericksonienne. L'hypnose ericksonienne et neurosciences. Et ensuite, je vais terminer par des exemples sur des ancrages de ressources et des exercices de visualisation. Alors, vous pouvez vous demander que vient faire une écotoxicologiste ici pour parler d'hypnose ericksonienne. Donc, avant de parler de l'histoire de l'hypnose, je vais vous parler de mon histoire avec l'hypnose. Alors, en fait, j'ai commencé à me former dans le domaine de la communication depuis 2000, donc il y a à peu près 24 ans. Et dans mon cursus de formation, on m'a conseillé de me former avec Anne Linden, qui est l'élève de Milton Erickson. Donc, je me suis lancée, je me suis formée avec Anne Linden, ici sur la photo, donc, pour faire le cursus praticien, maître praticien et formateur. Avec elle, j'ai fait également l'auto-hypnose et le storytelling. Il faut dire qu'au début, moi aussi, je me sentais un tout petit peu étrangère dans un monde qui n'est pas le mien, moi qui ai toujours fait donc une carrière scientifique dans le domaine de la pollution, de la technologie alimentaire. Mais avec le temps, j'ai réalisé que c'était une bonne idée. Anne Linden a publié plusieurs ouvrages. Un des plus connus, c'est Les frontières dans les relations humaines. C'est un livre très très connu qui montre comment est-ce qu'on peut mettre des frontières dans nos relations. Et je pense que ça, c'est un sujet qui intéresse tout le monde.
Alors, pour revenir à ce pont entre l'enseignement, moi j'ai enseigné depuis 93, j'ai dirigé pendant 20 ans une structure de recherche dans le domaine de l'écotoxicologie marine, mais en même temps je suis une passionnée de musique, je pratique la musique et j'ai fait de l'hypnose ericksonienne. Donc, alors, est-ce que les éléments du puzzle arrivent à se compléter? Alors en fait, ça s'est complété finalement avec le temps. J'ai réalisé que de manière inconsciente, je me suis dirigée vers un domaine qui m'a toujours passionnée. J'ai toujours rêvé de faire psychologie ou philosophie et je me suis dit, un jour, j'aurai le temps pour étudier la psychologie ou faire de la philosophie. Bon, ça ne s'est pas fait d'une manière académique, mais ça s'est fait via l'hypnose ericksonienne. Donc, en fait, si je peux résumer le pont et l'impact, donc, depuis 2016, je m'intéresse à l'entrepreneuriat en sciences de la vie. Donc, j'étais formée au Massachusetts Institute of Technology. Et dans la démarche des ateliers d'entrepreneuriat qu'on organise pour les chercheurs, pour les étudiants, on utilise beaucoup les processus créatifs. On fait ce qu'on appelle l'Innovation Lab. Et avec ces processus, quand on a des notions d'hypnose ou techniques sur l'hypnose, ça aide énormément parce qu'il y a des exercices de visualisation. On ne travaille pas uniquement avec le conscient, on travaille aussi avec l'inconscient. Donc finalement, entrepreneuriat, processus créatif donc, qui utilise surtout les ressources inconscientes. Et au niveau du rôle d'enseignant, je suis toujours enseignante, c'est vrai que l'hypnose, ça nous aide à avoir une meilleure maîtrise de la voix, pour l'enseignement, la prise de parole devant un public, raconter des histoires aussi, le storytelling, les meilleurs enseignants, c'est des storytellers. Donc en fait, ceci m'a aidé dans le mentorat, avec mes étudiants, j'ai expérimenté tout ça avec mes étudiants, avec mon équipe de recherche. Alors maintenant, revenons donc à l'hypnose ericksonienne et l'histoire de l'hypnose. Donc l'hypnose sur le plan étymologique, donc c'est le sommeil. Et maintenant, c'est très bien que ce n'est pas du tout au niveau des fréquences cérébrales, ce n'est pas exactement le sommeil. Alors, quand vous pouvez le voir sur ce vase grec, donc Hypnos, c'est le dieu du sommeil, et Thanatos, c'est le dieu de la mort. Donc, les deux représentés sur le vase. Alors, il faut dire que l'hypnose est très ancienne, ça fait des milliers d'années, donc depuis des millénaires. Les Assyriens et les Égyptiens traitaient la plupart des maladies par la thérapie du sommeil. Donc il y avait des temples du sommeil et les personnes qui ne se sentaient pas bien, qui étaient sûrement déprimées à l'époque, passaient par le temple du sommeil pour recevoir de la part des prêtres. Bon, il y a peut-être sûrement des herbes ou des infusions donc, pour aider le processus de la guérison. Alors aussi, Ramsès II se servait de l'hypnose pour motiver ses soldats avant d'aller au combat. Les prêtres égyptiens responsables des temples du sommeil, donc utilisaient, comme je l'ai dit, l'état de transe pour faire des suggestions curatives aux malades. Les Grecs, ils ont aussi construit des temples du sommeil et des rêves, parce que les Grecs avaient des protocoles pour induire les rêves. Et les rêves, là, c'est l'accès à l'inconscient, donc c'est une autre histoire, en fait, pour guérir donc les malades, inspirés par les anciennes pratiques, sûrement, donc les pratiques assyriennes et égyptiennes. Alors, plus récemment, tout est relatif, au Xe siècle avec Avicenne, qui nous dit l'imagination de l'homme peut agir non seulement sur son corps, mais aussi sur celui des autres, même à distance. D'accord? Donc là, l'influence à distance. Donc il était le premier à faire la distinction conceptuelle claire entre le sommeil et l'état d'hypnose. Et il a publié en 1027 donc, son livre de la guérison, Kitab al-Shifa, ou Ahwal al-Nafsi. Et donc il a fait beaucoup de publications, mais ça rejoint, on peut retrouver dans ses ouvrages beaucoup de pratiques et de concepts liés à l'hypnose. Alors, l'hypnose ericksonienne comme étant, il y a une confusion ou bien des idées reçues. Il y a généralement une confusion par rapport à l'hypnose de spectacle. Et les gens ont peur. Donc il y a un peu une image sulfureuse et spectaculaire de l'hypnose. Ce ne sont que des idées reçues, puisque maintenant on fait très très bien la distinction entre l'hypnose de spectacle
il y a l'effet de spectacle. L'hypnotiseur prend le contrôle de la personne, ce qui n'est pas le cas en hypnose ericksonienne. Amusement pour certains, attitude directive et autoritaire, et ça fonctionne pour 25% des personnes seulement. Alors que l'hypnose ericksonienne, vous allez le découvrir, c'est un état naturel. Vous passez par des états de transe à plusieurs reprises dans la journée sans vous en rendre compte. Donc, alors que l'hypnose ericksonienne est naturelle, généralement, ça marche à 95% des cas. Alors, le père fondateur de l'hypnose ericksonienne, c'est Milton Erickson. Et donc, son approche est moins directive que celle de Charcot. Je n'ai pas cité les autres chercheurs et médecins qui se sont intéressés à l'hypnose, mais l'hypnose ericksonienne n'a commencé qu'avec Milton Erickson. Donc, c'est un psychiatre et psychologue américain qui postule que l'hypnose est une façon de se mettre en connexion avec l'inconscient, non pas pour chercher les causes du problème, mais pour mobiliser les ressources et les solutions. Donc, c'est orienter solution et non pas problème. Milton Erickson nous dit que l'hypnose isole la personne de son environnement conscient, immédiat, et dirige ainsi son attention à l'intérieur d'elle-même et vers ses propres potentialités réelles, c'est-à-dire les ressources inconscientes. Et d'ailleurs, la démarche et l'approche de Milton Erickson, il considère que 50% du travail est fait par la personne, par le patient. Le thérapeute est un guide, il aide, il éclaire, il fait des suggestions, mais la personne, c'est elle qui va trouver en elle les ressources et les réponses à toutes les questions. Alors, comment se déroule une séance d'hypnose? Donc, d'abord, elle repose sur la motivation et la confiance. C'est-à-dire la personne qui veut faire de l'hypnose doit être une personne motivée, convaincue. On ne peut jamais forcer une personne à faire l'hypnose ericksonienne. Si elle n'est pas convaincue, ça ne va pas marcher parce que l'inconscient ne va pas collaborer. Et aussi la confiance, c'est-à-dire la personne, elle est mise dans un environnement sécurisé où elle se sent bien, elle se sent respectée. On dit all hypnosis, self-hypnosis, c'est-à-dire l'hypnothérapeute est déjà dans un état de transe. Parce qu'il est dans un état focalisé, il est aussi, lui aussi, dans un état de transe. Environnement respectueux, sécurisé, confortable, la personne accepte, ça c'est déjà dit, et le thérapeute, il fait des suggestions. On va voir après les suggestions. Alors, parfois, la connexion entre les deux inconscients, c'est-à-dire l'inconscient du thérapeute et l'inconscient du patient, est tellement forte que le patient devance le thérapeute par rapport aux suggestions. C'est-à-dire, si le thérapeute propose, et voilà, et maintenant tu es dans un jardin, il le dit maintenant, le patient est déjà dans le jardin. Et ça se passe très, très souvent s'il y a vraiment une solide connexion inconscient-inconscient. Et là, ça marche. Et ça marche pour certaines personnes. Alors, Milton Erickson, il a publié un livre très connu, L'homme de février. C'était un travail, il a parlé d'un travail réparateur. Pour les personnes qui ont des traumatismes, la bonne nouvelle avec l'hypnose ericksonienne, on peut toujours faire un travail de réparation. Donc, c'est un processus naturel, physiologique, corporel aussi, processus de communication, qui nous permet de faire un travail réparateur via des instructions et des métaphores. Alors, avant, on posait la question à Milton Erickson, mais comment faites-vous pour réussir avec ces cas très complexes d'addiction ou de phobie? Il dit, je leur raconte des histoires. Et c'est ça le génie de Milton Erickson. Et les patients ne comprenaient pas. Certains patients vont le voir pour des phobies, il leur raconte l'histoire d'un cheval. Donc, ils ne comprenaient pas du tout. Ce n'est qu'après qu'on a pu découvrir le génie et le côté très innovant dans la démarche de Milton Erickson. Alors, maintenant, si on parle de conscient à inconscient, et surtout aussi Carl Gustav Jung, donc s'est beaucoup intéressé à l'inconscient. Donc, le conscient versus inconscient. Donc, le conscient, il nous maintient en vie. L'inconscient, pardon, nous maintient en vie, régule nos fonctions biologiques, température, corps. C'est pour ça, on n'a pas besoin de réfléchir pour respirer. On respire naturellement. Donc, tout ce qui est processus naturel. Alors, c'est un réservoir d'apprentissage. Quand on est dans un état de transe et on cherche un souvenir agréable, il y a un souvenir qui vient. Alors que ce souvenir ne viendra pas si on est à un niveau
conscient. D'ailleurs, il y a toujours un parallèle entre l'iceberg. On dit que le conscient ne constitue que 10% de notre intelligence, alors que l'inconscient, c'est un réservoir infini de notre mémoire, de nos apprentissages, de nos traumatismes, de nos compétences. Donc, on intervient, donc, l'inconscient, il intervient sous forme d'intuition, de rêve, de réaction émotionnelle, parfois incompréhensibles. Et d'ailleurs, quand on s'intéresse aux rêves, il y a plusieurs prix Nobel inspirés de rêves. Et d'ailleurs, Carl Gustav Jung, il a publié un livre avec le physicien quantique, donc Pauli, et le livre, c'était la rencontre entre deux grands, parce que Jung, il a fait la psychanalyse de Pauli, et Pauli, c'était un génie de la physique, et en même temps, donc, inspiré par les rêves, il trouvait des formules, trouvait des solutions, donc exceptionnelles. Alors maintenant, pour parler un peu selon donc Hippocrate, les affections qu'éprouve le corps, l'âme, les voit très bien les yeux fermés. Et c'est pour ça qu'on dit que l'hypnose, c'est le sommeil qui éveille. On a les yeux fermés, la séance, donc, mais ça éveille. Pour Hippocrate, l'utilité du sommeil médical est une chose incontestable. Et pour appuyer son point, il dit que l'intelligence des songes est une grande partie de la sagesse. Donc ça, les rêves, les inventions. Et donc, mes collègues neurophysiologistes on dit que quand on dort, le sommeil, on est beaucoup plus intelligent puisque l'activité cérébrale est beaucoup plus importante que dans un état d'éveil. Alors, toujours avec cette hypnose ericksonienne, comment est-ce que Milton Erickson, donc depuis le développement de la technique, il a pu, donc cette technique très utilisée, donc il y a l'hypnose thérapeutique, mais l'hypnose ericksonienne fait partie de l'hypnose thérapeutique pour accéder à ces ressources. Et bien sûr, le thérapeute doit utiliser une voix de transe. Ça, c'est technique. On n'utilise pas la même voix pour parler au conscient et à l'inconscient. La voix de transe, c'est une voix grave, posée, dans laquelle on dilate les voyelles. On dilate et on fait des temps de pause. Donc, c'est technique et on ne peut pas parler de la même façon à l'inconscient qu'au conscient. Alors, il y a bien sûr des objectifs psychologiques, se focaliser sur l'émotion positive, lever les obstacles, réactiver les images du passé, construire un futur positif, développer donc une sécurité intérieure. Pour les effets, donc on ressent les effets de l'hypnose au niveau physique, au niveau du comportement, au niveau personnel et émotionnel. Bien sûr, aujourd'hui, je vais parler de l'amélioration des performances. Alors maintenant, passons à l'effet de l'hypnose sur le cerveau. Donc là, vous avez les ondes cérébrales. Donc les ondes cérébrales, voilà. Donc les ondes gamma, c'est l'activité intense, perspicacité, concentration maximale, conscience élargie. Et les ondes bêta, conscience, c'est le conscient, l'éveil actif, la vigilance, la concentration, la cognition. Les ondes alpha, c'est la porte du subconscient, donc relaxation légère, hypnose, relaxation, visualisation et créativité. Les ondes θ, et d'ailleurs maintenant on parle du θ healing, c'est-à-dire quand la personne est dans un niveau donc, de fréquence cérébrale θ, on peut guérir, soulager des douleurs ou guérir certaines maladies, donc hypnose, méditation, etc. Et ensuite on va voir le delta pour le sommeil. Alors au niveau du cerveau, l'activité cérébrale associée à l'hypnose, donc le cortex singulaire dorsal antérieur, c'est quand il y a une focalisation de l'attention ou bien l'absorption. Durant la séance d'hypnose, la personne a une attention focalisée. Quand vous conduisez votre voiture, vous êtes dans un état de transe. Quand vous écoutez la musique, quand vous appréciez un film, quand vous lisez un livre, vous êtes dans un état de transe. Quand vous faites du bricolage, vous faites de la couture, de la broderie, vous êtes dans un état de transe parce que vous êtes dans un état focalisé. Et là, au niveau du cerveau, donc c'est le cortex singulaire dorsal antérieur. Alors, il y a aussi le contrôle des réactions physiques liées aux pensées et au stress,
Et il y a la réduction de la conscience de soi, donc le détachement de l'environnement extérieur. On n'est plus dans le conscient, on est plus dirigé vers l'intérieur. Alors, que se passe-t-il dans le cerveau? Réduction de l'activation du cortex singulaire. Donc, sous hypnose, l'attention est focalisée. Et il y a aussi donc les deux autres, donc le cortex préfrontal dorsal latéral et l'insula. Alors, contrôle des réactions. Donc, ça rejoint un tout petit peu ce que je viens de vous montrer sur l'autre schéma. Bien sûr, plusieurs travaux de recherche montrent quelles sont les zones du cerveau qui s'allument sous hypnose. Il y a plusieurs travaux de recherche dans ce sens. Alors, quand vous êtes dans un état d'hypnose séance, c'est pas quand vous conduisez votre voiture, vous n'êtes pas inconscient, vous ne dormez pas, il y a un détachement de votre corps et un lâcher-prise de votre conscience. Et vous savez très bien que le lâcher-prise, c'est une très très bonne chose dans un monde dominé par le mental et par l'activité. Dans un état d'éveil normal, les informations sont transmises dans différentes zones du cerveau. Ce mécanisme assure la flexibilité des réponses adaptées aux stimuli externes. Sous hypnose, les aires du cerveau se mettent à fonctionner chacun de leur côté, comme s'il n'y avait plus de communication entre elles. Voilà. C'est pour cette raison la personne sous hypnose expérimente des phénomènes impossibles à éprouver dans un état d'éveil normal. D'accord? Alors, je vais passer maintenant. Comment est-ce que l'hypnose ericksonienne, elle permet de lever les blocages chez des musiciens et de programmer leur performance ou éventuellement gérer le trac? Alors, je vais vous parler des ancrages de ressources et la visualisation. Là, on est dans la pratique d'une séance d'hypnose. Alors, les étapes. Une séance d'hypnose. Première étape, le thérapeute, il va discuter avec la personne pour identifier le problème, noter des mots-clés. Ensuite, il va induire la transe, donc permettre à la personne d'aller dans un état de conscience modifié. Comme si la personne est captivée par un film. Mais après, on peut approfondir la transe. Le praticien utilise des suggestions d'images et d'histoires afin de guider l'individu vers son objectif. Durant la session, la personne sous hypnose entend tout, tout ce que dit bien sûr le thérapeute. Bon, parfois, il y a des personnes qui peuvent passer dans le sommeil. C'est pour cette raison, pour faire l'hypnose, il vaut mieux être assis et pas allongé. Et bien sûr, comme l'entrée dans la transe, la sortie doit se faire avec beaucoup de douceur et beaucoup donc de technicité. Et bien sûr, d'une séance à l'autre, l'hypnose ericksonienne prévoit des exercices. Milton Erickson donnait toujours des exercices à ses patients. Alors, supposons qu'il y a un musicien qui a perdu sa confiance quand il est dans une présentation. Alors, comment est-ce qu'avec l'hypnose, on peut l'aider à dépasser ces difficultés ou ce blocage? Alors, le thérapeute, généralement, invite le patient à aller se connecter à cette scène de réussite, de performance. D'accord? Et cette connexion va, par exemple, un exemple de suggestion, et tu peux voir les couleurs de la scène, les lumières, le public, et tu peux sentir la température, la texture du microphone, si c'est un chanteur, de l'instrument, et tu peux entendre la musique si c'est une trompe, ou le silence de la salle, ou les visages, tu peux voir les visages de la salle. Donc, ça permet à la personne, via ces canaux sensoriels, de se connecter à l'état interne de la scène. Il va vivre la scène de l'intérieur. Et le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Donc le cerveau, il va tout de suite aller chercher ce jour de performance, c'était, je ne sais pas, au théâtre, enfin à Carthage ou ailleurs, où ce chanteur ou ce musicien a excellé dans sa présentation. Donc, état interne de concentration, de confiance et de maîtrise. Ça, on le fait très souvent avec les sportifs, le tennis ou autres, les sportifs qui ont besoin de se connecter avec ces états de réussite. Donc, ça s'appelle un ancrage de ressources, choisir un geste simple. Et quand la personne est vraiment connectée à cet état, elle est dans la scène ce jour J avec cette performance,
on lui demande de faire un petit geste. Le petit geste, ça peut être fermer son poignet ou, je ne sais pas, faire un petit geste, pas un geste comme ça, c'est un geste, un petit geste discret. D'accord? Ça s'appelle un ancrage de ressources. Après, la personne doit s'exercer. Chaque fois, elle ferme les yeux, elle se concentre et elle repense à ce jour avec toutes ces composantes donc sensorielles et vivre l'expérience donc de manière connectée. Alors, ce qui va permettre d'activer un programme qui va devenir opérationnel une fois l'encre activée, et aussi créer de nouveaux programmes. On peut se projeter dans le futur et dire à la personne, et voilà, maintenant nous sommes le 25 mars 2024. Tu es sur scène, tout le monde est là, tu es prêt, tu vois ce que tu portes, etc. etc. Et là, on appuie sur le bouton de l'ancrage de ressources pour trouver cette image. En fait, comment ça se passe? C'est un peu comme quand vous apprenez à conduire. Quand on passe de l'état de consciemment incompétent à inconsciemment compétent. C'est-à-dire au début, incompétent. Il y a une erreur dans le texte. Donc, je suis débutant, je suis incompétent, je ne sais pas faire. Deuxième étape, je deviens consciemment compétent, je dois faire attention à ce que je fais. Après, aujourd'hui, quand vous conduisez votre voiture, vous ne réfléchissez pas. Vous venez, parfois, vous ne réalisez pas que vous avez traversé des endroits. Donc là, c'est l'inconsciemment compétent. Ça veut dire que ça devient une ressource inconsciente qui est là et qui fonctionne d'une manière automatique. Donc, finalement, accès à des ressources internes, à tous ces apprentissages, ces performances du passé, réaliser l'ancrage, faire la visualisation de manière à ce que la personne se connecte avec cet état interne. Alors, s'il y a un trac, on peut faire des ancrages de ressources en mode, donc s'il y a un ancrage de ressources positif, on utilise ce qu'on appelle le mode associé, tu es dans la scène, mais si jamais il y a une scène où ça ne s'est pas bien passé, où il y a eu un blocage, dans ce cas-là, on travaille avec un mode simplement dissocié ou doublement dissocié, c'est-à-dire que tu observes le chanteur sur scène et tu vois comment les choses se sont passées et tu vois comment est-ce qu'il peut faire pour que ça soit meilleur à la situation initiale. Donc, pour résumer, l'hypnose, c'est un état de conscience modifié, focalisé de l'attention, accès à des ressources inconscientes. La dissociation, on peut interrompre des associations inutiles comme la peur, le trac, etc., créer de nouvelles associations bénéfiques. Et il y a ce qu'on appelle le time distortion. Hafez, ce matin, il a parlé de la notion du temps. En hypnose, c'est time distortion. On n'est pas conscient du temps. Donc, pour résumer, l'hypnose est une histoire, une aventure, une expérience qui nous permet d'aller à la rencontre de celui que l'on est vraiment à l'intérieur et de tous ceux que l'on pourrait être. Et maintenant, pour terminer avec Avicenne, nous devons considérer que l'un des meilleurs traitements, l'un des plus efficaces, consiste à accroître les forces mentales et psychiques du patient, à l'encourager à la lutte, à créer autour de lui une ambiance agréable, à le mettre en contact avec des personnes qui lui plaisent. Bon, ça, c'est un peu dans un autre registre. Et bon, je termine, mais rapidement, avec un peu de musique. Mais en fait, ça, c'est une personne qui a gentiment accepté elle avait un blocage avec le chant, mais après, ça s'est bien passé. Qui fait chérie? Ah, ok. Voilà. Donc, elle avait un blocage. Elle est chanteuse professionnelle. Donc, elle a accepté que ce soit un exemple pour illustrer sa libération du blocage qu'elle avait. Voilà, Voilà, donc je vous remercie. Merci de votre attention.
Merci. Donc, de l'hypnose, on va passer directement à l'environnement, à l'apprentissage. Donc, on va faire surface. Donc, Madame Saad Kamoun Chouk et Madame Mahjoub Amal, à vous la parole. Bien. Alors, bonjour tout le monde. Donc, je vais effectivement vous faire cette communication, mais avant de commencer à la présenter, je tiens à remercier mes collègues Emel Gaïd et professeur Béchir Semir Becha qui ont eu cette belle idée de nous réunir aujourd'hui autour de la musique. Rien de plus naturel. Merci Amel infiniment. Nous essayons au niveau de l'académie d'aller au mieux vers l'interdisciplinarité et je crois que chaque événement de ce genre nous permet d'avancer un peu plus vite. Alors, apprendre sur l'environnement au rythme de la musique. C'est le titre donc de notre intervention, Emel et moi. Donc, je vais commencer d'abord par une petite introduction et puis je vous parlerai de l'effet de la musique sur l'apprentissage du point de vue des neurosciences et du point de vue de la psychologie également. Donc, et on va également présenter quelques expériences d'usage de recours à la musique pour l'apprentissage. Et je passerai après la parole à ma collègue pour vous présenter une expérience dont elle est l'initiatrice en tant qu'inspectrice émérite au niveau de la région de Sourcef du gouvernorat de Mehdia à travers un programme qu'elle a baptisé la floraison de nos écoles. Alors, lorsqu'on parle de musique, on parle, c'est-à-dire la personne ordinaire, elle va penser à un passe-temps agréable, n'est-ce pas? On va dire c'est l'un des 7 arts, la musique, hein, c'est ça. Eh bien, les spécialistes de neurosciences qui se sont intéressés à ce champ de la musique nous disent, c'est une référence, comme vous voyez, assez récente, une de mes récentes lectures de par mon intérêt en tant qu'amatrice de musique, et mon professeur est là devant moi. Merci de m'avoir appris la musique. Alors, la musique est une nécessité biologique pour l'être humain. Selon eux, elle contribue à construire en jouant un rôle décisif pour la survie de l'espèce humaine. Regardez comme c'est profond, comme c'est fort et comme ça nous change par rapport à cette croyance commune de un simple moment de plaisir. Alors, quels sont, je me suis posé la question quand j'ai vu le thème et surtout le thème de cette session que mon collègue Siad Nasser a aujourd'hui à mes côtés. Nous étions ensemble en 2018 dans un séminaire aussi interdisciplinaire que la formation à l'esprit scientifique et les pédagogies expérimentales. Donc, c'est la musique et ses bienfaits, les chercheurs nous disent qu'elle relie, même avant la naissance, notre intelligence cognitive à notre intelligence affective et crée une symphonie neuronale. Vous voyez déjà le choix de cette expression qui traduit cette relation quasi organique entre rythme, symphonie et musique. Et Hafez, ce matin, a présenté cela. Je suis avec lui dans cet article. Merci, Hafez, de l'avoir fait pour moi aussi. Donc, les bienfaits semblent positivement se répercuter sur l'éducation et la santé tout au long de l'existence. Elle contribue également au développement de l'enfant et favorise sa sociabilité. Je vais continuer avec cette rétrospective ou cette présentation de l'effet de la musique du point de vue des neurosciences d'abord.
Donc, pour les spécialistes de neurosciences, la musique peut influencer la cognition, y compris la mémoire, l'attention et le raisonnement. Elle aurait également un effet sur le fonctionnement cérébral des sujets. Cependant, il y a plusieurs questionnements qui font progresser d'ailleurs la recherche. En quoi l'humain semble bénéficier d'un pré-équipement biologique pour le traitement de la musique? Comment la musique parvient à stimuler le cerveau d'un point de vue physiologique, au même titre que ces stimuli biologiquement pertinents? Quels sont les effets bénéfiques de l'écoute et de la pratique musicale? Donc, du point de vue des psychologues, la musique crée un environnement qui favorise la concentration. Les éléments mélodiques rythmiques agissent comme un catalyseur qui aide à maintenir l'attention. Et c'est très important pour les psychologues, ce maintien de l'attention de l'apprenant pendant une séance d'éducation. Utiliser également des chansons pour enseigner les concepts linguistiques. Cette approche donc multisensorielle, elle améliore la rétention d'informations, et vous avez des références là-dessus. Également, l'intégration de la musique dans le processus éducatif crée un équilibre entre les aspects intellectuels et émotionnels. Hafez vous dira, c'est de les mots intelligence. Donc, un consensus, nous retrouvons un certain consensus entre spécialistes de neurosciences et entre psychologues. Donc, un outil, la musique serait un outil de stimulation probant dont les effets peuvent être expliqués à différents niveaux. C'est une langue universelle. Et là, en préparant cette communication, je suis tombée sur un article de 2023 qui est très intéressant et qui présente un modèle qu'il appelle UDL, Universal Design for Learning. Et ce modèle, il comprend 4 sous-modèles qui reposent sur une hypothèse que les élèves apprécient la musique ensemble, que les élèves analysent de manière critique les chansons sous forme de texte, que les élèves augmentent de manière créative les chansons existantes, que les élèves créent de nouvelles chansons. Alors, nous, dans notre expérimentation que Emel va vous présenter tout à l'heure, nous avons mobilisé ce modèle comme cadre conceptuel. Et là, je vous montre le schéma de ce modèle, j'espère qu'il est lisible. Donc, ce modèle, comme vous voyez, il comprend 4 sous-modèles, et nous nous sommes positionnés au tout début ici, dans notre expérience. Students enjoy music together. So we try to make students enjoying music together. L'expérience terne. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a commencé ici. Cette recherche est à ses débuts et nous avons l'intention, avec ce même groupe, cette même population, d'avancer progressivement vers le sous-modèle 2, ensuite le sous-modèle 3, jusqu'à arriver au sous-modèle 4. Voilà la démarche scientifique que nous avons choisie. Donc là, je termine par cette citation de Jean-Jacques Rousseau sur la musique. C'est bizarre, je ne pensais pas que Jean-Jacques Rousseau s'intéressait à la musique. Dans l'Émile et l'éducation, j'ai récupéré cette belle citation qui nous dit « Exercez votre musicien d'abord à faire des phrases bien régulières, bien cadencées, ensuite à les lier entre elles par une modulation très simple, enfin à marquer leurs différents rapports par une ponctuation concrète, ce qui se fait par le bon choix des cadences et des repos. Une mélodie toujours chantante et simple, toujours délirante, des cordes essentielles du temps et toujours impliquant tellement la basse qu'il la sente et l'accompagne sans peine. Nous avons respecté la recommandation de Jean-Jacques Rousseau dans notre démarche et ma collègue, je lui donne la parole,
Elle va poursuivre cette présentation. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Bon. Je vais présenter un projet que nous avons commencé dès l'année 2012-2013. En ce moment-là, 18 projets de classe ont participé à une journée de présentation des projets. Ça a été le 30 mai 2013. Sur ces 18 projets, alors 10 intègrent la musique. Puis, pour ces projets-là, nous avons essayé de compter les projets qui s'intéressent à la musique et ceux qui s'intéressent à la biodiversité. Nous avons trouvé que 12 sur 18 intègrent la musique pour l'année 2012-2013 et seulement 2 s'intéressent à la biodiversité. Oui, en 2022-2023, seulement une progression qui n'est pas signifiante concernant l'intégration de la biodiversité dans les projets et 14 s'intéressent à la musique. Pour ces projets-là, alors un projet qui s'est intéressé vraiment et qui a intégré la musique et qui a été conçu pour participer dans notre projet qui s'intitule La floraison de nos écoles. Alors ce projet-là, je vais le présenter juste quelques parties. Le son, est-ce que... Va présenter une film de théâtre de Molière intitulée Cette comédie ballet présente différentes catégories sociales, bourgeoises, nobles et pauvres, et les liens nommés entre cette pièce de nous souhaitons à tous d'apprécier la représentation et de prendre plaisir. Merci. C'est la pièce de Molière, Le bourgeois gentilhomme, qui a été travaillée par l'enseignante et qui a eu des prix dans diverses présentations. Et voilà, c'est devant vous. Puis, j'ai voulu... que les gens de qualité s'habillent comme cela. C'est pas grave. Naturellement, tous les enseignants font des projets de classe dans les écoles primaires. Nous avons mené une recherche-action dans laquelle nous avons fait une comparaison entre des élèves qui participent à la floraison de nos écoles et d'autres qui n'y participent pas. Et le nombre d'élèves dans chaque échantillon est 30. Ce que nous avons remarqué est que, concernant les compétences à travailler pour apprendre une langue, ce sont 4 compétences, la compréhension et la production de l'oral,
puis la compréhension et la production de l'écrit. Ce que nous avons remarqué est que dans une échelle d'appréciation du niveau 1 le moins développé au niveau 5 le plus développé, 46,66% exécutent des instructions simples et répondent aux questions courtes, participent aux conversations simples entre deux personnes et suivent les histoires courtes et les récits simples. Seulement 33% pour les élèves qui n'ont pas participé à notre projet ont pu réussir à ce niveau-là. Pour la production orale aussi, c'est presque la même chose. Alors, c'est toujours les enfants qui réussissent sont ceux qui font l'échantillon des élèves participant à notre projet, la floraison de nos écoles. La compréhension écrite aussi, c'est 43,33% pour ceux qui participent et seulement 30% pour ceux qui n'y participent pas. Et ce sont les enfants qui assimilent les mots, les phrases simples, qui sont capables de suivre des instructions simples, des consignes de travail, ainsi que des histoires courtes, des récits simples. Toujours, c'est au niveau de l'école primaire. Pour la production écrite, c'est la même chose. Puis, en 2022-2023, l'année dernière, 39 projets ont été présentés au mois de mai lors des 5 tournées organisées chaque samedi après-midi du même mois. Parmi ces propositions, 19 projets ont été retenus pour la tournée finale le 27 mai 2023. Et voilà quelques exemples des élèves qui se trouvent plus à l'aise lorsqu'ils communiquent. L'intelligence n'est pas synonyme d'aptitude scolaire. Donc, assurer à vos enfants un environnement sain, encourageant et motivant pour qu'ils puissent trouver leur chemin et qu'ils seront capables d'affronter leur vie avec ses hauts et ses bas. Vous, les parents, vous êtes des fournisseurs d'expérience. Alors, c'est grâce à la musique que ces enfants-là confrontent le public et se trouvent capables de communiquer mieux. Pour cette année scolaire 2023-2024, suite à une formation dispensée aux enseignants en octobre 2023, dirigée par Dr Souad Chouk Monami, l'inspectrice moi-même et en présence des membres du comité d'évaluation et d'organisation. Une évaluation des travaux de l'année précédente ont été faites et une mise à jour sur la pédagogie de projet. Nous avons lancé la 6e édition de ce projet-là, un document officiel bien sûr qui était envoyé au directeur pour inviter les enseignants à s'inscrire aux sessions. Bien sûr, avec des visites de suivi, d'accompagnement dans les classes. Alors, à partir des programmes scolaires, nous avons travaillé avec une enseignante de 3e année à partir de compétences disciplinaires et des compétences de vie. L'eau égale la vie, et là pour sensibiliser les enseignants à travailler surtout la biodiversité, l'environnement. Alors, on a écrit des poèmes et c'est Dr Souad Chouk qui a écrit les poèmes. On a fait les compositions aussi ça a été par elle-même. Remise des textes composés à une enseignante. Cette enseignante-là est passionnée par la musique. Et on a fait des essais avec les élèves. Alors, voilà les poèmes et les compositions. Alors, un poème intitulé « Eau », un autre poème intitulé « Ma poupée de tissu » avec la composition. Et on est en train de faire l'essai et les entraînements aux élèves pour qu'ils puissent réussir ce projet-là.
l'enseignante, c'est Madame Sameh Moussa et l'assistante pédagogique, c'est Madame Sabah, qui vraiment ont fourni des efforts et sont en train de fournir des efforts pour impliquer les enfants et surtout pour travailler la communication orale et écrite. Et ça, c'est notre finalité, quoi, de l'intégration de la musique dans l'enseignement dans les écoles primaires. Je remercie votre attention. Merci. Donc, on va passer au socio-cognitif maintenant de ce projet Floraison d'école. On nous a emmenés un peu dans des espaces ouverts. Sans tarder, je passe la parole directement à M. Fouad Belrouthi, donc, pour nous présenter son travail, le résultat de son travail, le développement des compétences socio-cognitives dans l'improvisation musicale. Merci, cher professeur. Alors, en effet, je vais essayer de contextualiser ma recherche. Alors, en effet, l'improvisation musicale est un acte créatif complexe qui exige une mobilisation importante de compétences cognitives. Le musicien essaie simultanément d'analyser le contexte musical, générer des idées, les organiser et les exécuter en temps réel. Cette forme de performance repose sur la capacité de développer et à mobiliser un ensemble de facteurs comme les savoirs, savoir-être, la gestion et l'organisation en temps réel et de les exprimer de manière cohérente, impliquant des interactions cognitives telles que la mémoire, l'attention, la planification et la prise de décision. Il importe de noter que le temps de l'improvisation musicale est résolument distinct de celui de la musique écrite. Le musicien joue en même temps qu'il pense, élabore et organise son improvisation. C'est dans le cas du jazz et du jazzman, car il n'écoute pas la musique de façon rationnelle, mais de façon passionnée, engagée et expressive. Les musiciens improvisateurs, notamment ceux du jazz, perçoivent la structure et la temporalité musicale en se réajustant en fonction de l'instant présent, de leur mémoire, interaction et communication avec les autres musiciens, le public et le contexte. Les recherches sur le développement de compétences psychologiques dans l'improvisation jazz ont relevé plusieurs aspects clés concernant la cognition, l'apprentissage et la performance et ont contribué à la compréhension des compétences psychologiques requises pour l'improvisation jazz. Par exemple, la théorie socio-cognitive d'Albert Bandura propose que le comportement humain soit le produit de l'interaction entre les facteurs personnels, les influences environnementales et les modèles de comportement. Des études ont examiné aussi le développement cognitif dans la perception de l'improvisation en jazz, comme celle de Steve Torrance et Frank Schumann, qui ont examiné l'activité du jazzman en relation avec le concept du savoir-faire pratique, développé de Dreyfus, qui décrit le type de connaissances que les humains acquièrent par l'expérience et la pratique. Dreyfus a développé aussi le concept du sens intérieur de haut niveau, qui traduit la capacité humaine à comprendre et à réagir à des situations complexes de manière intuitive et sans avoir besoin à recourir à des règles ou à des procédures explicites. D'autres études ont mesuré l'activité cérébrale du musicien du jazz pendant qu'il chantait des mélodies apprises ou improvisées. L'étude a révélé une diminution de la connectivité cérébrale
pendant l'improvisation, ce qui suggère une plus grande focalisation et un état de flow qui désigne un état mental optimal atteint. Dans ce sens, depuis 2013, Keller et al. Ont étudié les processus cognitifs impliqués dans l'apprentissage de l'improvisation jazz, en particulier les compétences de la mémorisation, de la perception et de la créativité. C'est ainsi que nos études amorcées dans ce sens nous permettent d'étayer un certain nombre de constats sur le développement des processus cognitifs dans le champ des musiques tunisiennes d'influence jazz, se traduisant par un processus dynamique qui implique une interaction entre les processus cognitifs et les influences culturelles. Lors de mes recherches sur l'acte performatif en jazz, j'ai orienté une part de mes travaux pour la compréhension du développement des compétences socio-cognitives dans l'improvisation musicale. J'ai eu le privilège de travailler avec des musiciens tunisiens, jazzmen, et d'autres se produisant dans des groupes d'influence jazz tunisiens. L'objectif de ces recherches était centré essentiellement dans la compréhension de ce qui véhicule ces pratiques, mais aussi sur l'implication des processus socio-cognitifs dans l'organisation d'une improvisation musicale tunisienne, notamment dans le cadre du jazz. Dans le cadre de cette étude, j'ai mené une approche d'analyse perceptuelle combinant tâches d'écoute et entretien complémentaire avec des musiciens tunisiens expérimentés. L'approche de travail a été menée avec 13 musiciens auditeurs, dont 5 jazzmen tunisiens, 4 musiciens pratiquant dans différents groupes comme le jazz et autres, et 4 autres musiciens de la tradition musicale tunisienne. L'étude sous forme de tâches d'écoute vise à comprendre la réaction des musiciens auditeurs et leur perception de 3 performances tunisiennes d'influence jazz. En effet, nous interrogeons comment ces musiciens tunisiens utilisent leurs compétences et leur expérience pour organiser la structure et la temporalité de leurs performances et comment ils perçoivent et réagissent à ces formes de musique improvisée. Nous nous demandons aussi comment les implications psychologiques des activités d'improvisation permettent-elles d'appréhender les processus organisationnels de la performance et comment les traitements cognitifs est-il affecté par les différentes cultures dans un environnement musical en constante évolution. Notre étude suggère donc que l'interaction entre les processus cognitifs et les influences culturelles dans l'organisation d'une improvisation musicale tunisienne d'influence jazz crée un phénomène de transculturalité cognitive. Ce concept reflète la manière dont un musicien tunisien de jazz intègre harmonieusement les éléments musicaux variés tout en exprimant une créativité authentique. Ce concept met en lumière la façon dont les processus cognitifs et les influences culturelles interagissent pour créer une expérience musicale unique. Ainsi, nous souhaitons voir si les musiciens jazzmen tunisiens qui ont plus d'expérience de collaboration et d'ouverture ont une capacité à développer et à naviguer à travers des univers sonores variés tout en conservant une identité musicale distincte. Pour cela, nous avons privilégié des musiciens tunisiens de jazz et d'autres avec une diversité de styles qui ont une expérience de production dans des groupes de jazz. Notre choix pour ces auditeurs musiciens a été axé sur 3 profils distincts. Des jazzmen tunisiens, des musiciens tunisiens évoluant dans des groupes d'influence jazz et des musiciens imprégnés dans la tradition. Chaque musicien, en effet, a écouté 3 improvisations différentes, munies d'un casque et d'un ordinateur avec un logiciel pour fragmenter par la suite l'improvisation en temps réel à l'aide d'un marqueur. Les auditeurs étaient invités à suivre des questions guides pour orienter leurs écoutes. Après les séances d'écoute, nous avons mené un entretien complémentaire pour savoir et mieux explorer comment les auditeurs ont reçu et analysé la structure et la temporalité musicale. La consigne d'écoute vise à identifier les indices perceptifs pertinents qui permettent à l'auditeur de distinguer l'improvisation tunisienne, le style et l'influence, le jazz, où il s'agit d'une autre forme d'improvisation. Une deuxième consigne qui consiste à la compréhension des conduites perceptives
comment l'auditeur utilise-t-il ces indices pour construire sa perception de l'improvisation, comme la forme, l'attention sélective sur des patterns mélodiques, des harmonies, le rythme ou les timbres instrumentaux. Et enfin, l'exploration des différences individuelles dans la perception des improvisations musicales tunisiennes influencées par le jazz, relevant des jugements esthétiques pour situer ou non l'improvisation dans un contexte de jazz. En effet, les stimuli musicaux ont été axés sur la familiarité stylistique et des connaissances préalables, comme le timbre instrumental, les schémas mélodiques et rythmiques, les harmonies assujetties et le dialogue culturel. La première forme qui s'inscrit dans une forme d'improvisation traditionnelle, elle est une forme vocale, se forge dans un style traditionnel tunisien. La deuxième improvisation est une improvisation au violon, est une forme d'intarsim oriental de style moderne avec des dynamiques et des phrasés ouvertes au jazz. Et la troisième forme est une improvisation oud, ne se rattachant à aucun style ou idiome culturel précis, mais elle présente un dialogue musical suggérant des dynamiques et des nuances culturelles polymorphes. On va écouter juste un petit peu de chaque fragment musical. Donc la première forme qui est une forme vocale improvisée dans le style traditionnel. Alors, concernant les résultats, en effet, les résultats de l'étude ont montré que les processus cognitifs impliqués dans l'improvisation avec des influences jazz sont complexes et multidimensionnels. Par rapport à la première écoute, notre question était ainsi, quels sont les éléments qui ont retenu votre attention? Les résultats ont montré une première réaction émotive par rapport aux musiques écoutées. Les jazzmen tunisiens admiraient plus l'improvisation vocale, même si celle-ci présentait une forme d'improvisation traditionnelle. Ces résultats montrent des différences de sensibilité dès la première écoute de l'improvisation de style traditionnel tunisien. Les jazzmen et ceux jouant dans des groupes de jazz apprécient mieux ce style d'improvisation que les autres musiciens. L'écoute a créé un état de connexion et de familiarité qui a déclenché un sentiment de nostalgie. Il est de même pour l'improvisation du oud. Les jazzmen ont mieux apprécié la dynamique et le dialogue musical. Concernant l'écoute de l'improvisation oud, elle a déclenché aussi des interprétations variées. Le timbre du oud comme stimulus culturel a suscité une attention particulière de la part des musiciens de la tradition qui ont cherché tout au long de la pièce d'attribuer un sens à la forme mélodique. Ils s'attendaient à entendre des éléments caractéristiques de la musique tunisienne, comme la technique du jeu traditionnel, du oud, et des phrases mélodiques familières. Pour les musiciens jazzmen tunisiens, l'autre de cette écoute, celle du oud, il cible les motifs mélodiques structurants, l'échange avec la batterie, la dynamique des phrasés, et il utilise leurs connaissances musicales pour identifier les influences et les références présentes dans l'improvisation. Cependant, après avoir reconnu l'improvisateur, les jazzmen tunisiens s'attendaient à entendre des éléments caractéristiques du style de musicien Anwar Brahim, tels que sa technique du jeu oud, sa sonorité et sa fusion des cultures. Leurs attentes étaient plus orientées vers l'articulation syncopée des phrasés et l'inspiration des attributs rythmiques lors du dialogue avec la batterie. Ces attentes étaient guidées essentiellement par leur connaissance en jazz. Nous avons aussi relevé des facteurs influençant la perception, comme l'expérience musicale et l'influence de l'apprentissage. Dans l'exemple du pianiste auditeur jazzman Kamel Sellem, le morceau de musique qu'il a écouté était une improvisation vocale traditionnelle. Ce stimulus musical est accompagné par une harmonie obstinée soutenue par un rythme. Le jazzman a formulé une analyse critique constructive guidé par sa connaissance approfondie en jazz. Il a élaboré et proposé également une improvisation axée plus dans le style jazz. Nous allons écouter sa perception. Là, on sent vraiment une mélodie orientale et il y a
le revêtement musical, c'est harmonisé, c'est enrichi. Il y a des éléments qui rentrent dedans, qui enrichissent cette œuvre musicale. Harmoniquement, rythmiquement. حتى même le chant, ce que je reproche un petit peu, si vraiment, si eux ils ont voulu faire du jazz, c'est d'essayer de mettre, d'essayer de mettre une improvisation vocale في وسط الواحد. كان عملت كما ارتجال، عملت ارتجال، عملت شويه هذيك فهمني. كان عملت شويه ارتجال في الامبروفيزاسيون. كان هي عملت حاجه اخرى كي سو رابروش بوكو بلوس او جاز. فهمتني؟ بقى شنو بقى voilà. Le musicien a mobilisé plusieurs compétences cognitives lors de l'écoute. Il était capable de discerner des composants du morceau, tels que le rythme, par comparaison au rythme usité en jazz, les conduites mélodiques dans une forme traditionnelle, mais sans qu'il soit une liaison avec le jazz. Le musicien était capable de mémoriser les différents éléments du morceau et de les reproduire. Il était capable d'analyser le morceau, de formuler une critique constructive dans un contexte de jazz. L'analyse des conduites perceptives du jazzman Kamel Sellem, comme l'anticipation et le développement sur des patterns mélodiques, rythmiques et harmoniques basés sur sa connaissance en jazz. Ses connaissances musicales influencent sa perception. Dans cet exemple, Kamel Sellem essaie de combiner une interaction complexe par rapport à son expérience et son expertise en jazz, les codes esthétiques propres à cette tradition musicale et ses connaissances moins fortes dans la musique tunisienne. Un autre témoignage pour le batteur Hicham Mazgou. بعد الباتري elle a pris la relève على البندير مسألة السيلول الريتميك هذيك، وكلمة مدور الاخر حبيب بالباتري. انا شو كونتون اللي الباتري عطات حاجه كيما هكا، خاطر انا واحد الناس ديما بون. En effet, lors des séances de l'écoute, le batteur jazzman Hicham Mazgou a été plus sensible aux nuances et à l'organisation des structures rythmiques. Sa perception était guidée par sa sensibilité culturelle à traiter le timbre des instruments à percussion familiers à sa culture. Sa perception du timbre est influencée par la comparaison avec des sons mémorisés tout au long de son expérience musicale. Le batteur construit sa perception à partir des imageries mentales. Il associe la musique à des souvenirs, comme dans le cas de la perception du timbre instrumental. C'est pourquoi il attribue une forme instrumentale de la batterie comme un bendir ou tbal, par exemple. La perception du timbre est un processus complexe influencé par de nombreux facteurs, l'expérience musicale, la culture, la mémoire et les émotions qui jouent un rôle déterminant dans la façon dont l'auditeur interprète et attribue un sens à la forme instrumentale. Concernant, dans le cadre de la tâche de fragmentation de l'improvisation d'Anwar Ibrahim, par exemple, les musiciens identifient les motifs mélodiques dans l'improvisation, tels que les séquences et les répétitions du motif. Les auditeurs de sensibilité musicale tunisienne ont essayé d'attribuer une forme mélodique cohérente guidée par leur ressenti musical. Ils ont choisi des fragments spécifiques de l'improvisation en fonction de leurs intérêts, de la complexité de l'organisation des motifs mélodiques. Pour les jazzmen, dans leur fragmentation, ils ont examiné les techniques mélodico-rythmiques utilisées par Anwar Ibrahim en interaction avec celles du batteur. Ils tentent de comprendre l'intention du musicien dans son dialogue culturel avec les éléments clés comme les motifs mélodiques joués sous forme d'accords sur lesquels le musicien a construit son discours musical. Pour arriver à la conclusion, les musiciens jazzmen tunisiens font preuve d'une capacité cognitive à intégrer et interpréter les éléments musicaux variés, démontrant une flexibilité mentale et une adaptabilité dans leurs improvisations. Le traitement cognitif de ces musiciens leur permet de manipuler efficacement des structures musicales complexes
tout en maintenant une cohérence artistique dans leurs performances. Les jazzmen tunisiens ne pensent pas leur processus créateur de manière rationnelle, mais suivent leur ressenti subjectif guidé par leurs émotions combinées avec leurs connaissances et savoir-faire. Certains musiciens évaluent les performances en fonction de leurs connaissances profondes en jazz, de la structure musicale et la dynamique des phrases et de l'ouverture du discours musical par rapport au contexte général de la musique écoutée. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, M. Belroufi. Donc, pour l'exposé, on va rester toujours dans les cognitifs, les processus cognitifs. Maintenant, pas les compétences, mais les processus cognitifs avec Sourour Benzarti, mais avec une autre population, des élèves qui souffrent des troubles d'apprentissage. À vous la parole d'Absourour Benzarti. Bonjour. Je tiens à remercier la comité d'organisation de ce colloque international très important, que je considère qu'il est un pas en avant vers la neuromusicologie en Tunisie et vers la neuropédagogie. Donc, mon étude consiste à l'étude des processus cognitifs liés à l'apprentissage musical pour les élèves atteints de troubles 10. En contexte, donc je vais présenter un peu le contexte général et l'identification des troubles 10 et les mécanismes cérébraux impliqués dans l'apprentissage musical de la musique, les enjeux, le choix des méthodes d'apprentissage et l'inclusion ou l'inclusivité. Donc, le contexte des études, les études psychologiques et neurologiques de la perception musicale ont suscité l'intérêt de plusieurs chercheurs depuis le début du siècle. Donc, avec Gardner, Sloboda, Zenati, Pertrez, Zator, Patel. Le Chevalier, Platel et Eustache, une étude qui consiste à carrément étude du cerveau du musicien et de non-musiciens pour comparer la perception et certains paramètres. Donc, d'autres recherches sur les psychocognitions, les cognitions musicales et d'autres œuvres plus récentes portant sur la musique et la dyslexie, qui étudie les bases neurologiques de l'apprentissage et ses troubles. Partons de la théorie de Patel, qui dit que les mécanismes cérébraux de la musique et du langage sont communs. Donc, et depuis, les études ont creusé dans cette hypothèse pour rejeter, nuancer ou confirmer cette théorie. Eh ben, un nombre considérable de recherches qui confirmaient la théorie de Patel. Donc, en effet, on peut considérer l'apprentissage musical. Il implique les régions cérébrales communes au traitement du langage, de la motricité et de la mémoire. Donc, d'après l'identification générale des troubles 10, les troubles 10 désignent l'ensemble des troubles cognitifs dont le nom souvent débute par le préfixe 10. Le terme 10 regroupe certains nombres de pathologies telles que la dyscalculie, la dyschronie, la dysgraphie, la dyslexie, la dysorthographie, la dysphasie, la dyspraxie, mais aussi les troubles mnésiques et le trouble d'attention. Les troubles cognitifs spécifiques apparaissent au cours du développement de l'enfant, avant ou leurs premiers apprentissages et persistent à l'âge adulte. Selon les médecins spécialistes, les troubles 10 sont définis comme des troubles significatifs et persistants de l'apprentissage et se manifestent en dépit d'une efficience intellectuelle normale, d'un enseignement adapté
de conditions socioculturelles satisfaisantes et en l'absence de carences affectives et de déficits sensoriels primaires visuels ou auditifs ou de lésions neurologiques acquises avérées. D'après Tourette, ces troubles d'apprentissage peuvent être d'apparition lente ou rapide, peuvent être discrets ou plus remarquables. Ils sont souvent identifiés tardivement et indirectement à partir des difficultés scolaires. Donc, à mon avis, pour étudier dans un cadre interdisciplinaire, donc il faut s'ouvrir sur la discipline, sur la neurologie, on fait au moins des notions de base. Donc, c'est le cerveau humain qui se constitue de 4 lobes. Donc, le lobe pariétal, qui est responsable du repérage dans l'espace, les sens, de la lecture. Le lobe frontal, qui est responsable de raisonnement par analogie et l'organisation du langage. Le lobe temporal, qui est responsable de l'audition. Et le lobe occipital, qui est responsable à la vision. Donc, la perception visuelle, elle est souvent présente dans l'apprentissage musical. Il s'agit de la posture de l'élève, de l'apprenant. Donc, il doit maintenir une posture juste, il tient convenablement son instrument de musique, il doit lire la partition et il y a des structures, des notes, donc je reviens vers des structures, des notes, donc de l'œil vers le lobe occipital, là où se fait l'analyse et le traitement de l'information visuelle. La perception auditive, donc il s'agit des ondes sonores qui se transforment en vibrations dans l'air, passent par l'oreille externe, moyenne et interne, et vers le lobe temporal qui est responsable de la mémoire, l'attention, la gestion de l'information, le traitement et l'analyse. Donc, si je reviens vers le lobe, vers le cerveau humain, les 4 lobes, comment ils fonctionnent? Ils fonctionnent en interaction. Donc, il y a une région qui est responsable sur l'interaction entre les 4 lobes qui s'appelle, donc elle est reconnue la jonction temporo-pariéto-occipitale, qui est un territoire cérébral complexe fortement impliqué dans plusieurs fonctions neurologiques telles que le langage, l'écriture, la lecture, le traitement des symboles, le calcul, la mémoire de travail, mémoire musicale, reconnaissance visio-spatiale et reconnaissance des visages et des objets. Donc, chez les enfants 10, ce processus est inhibé par de troubles de l'altération hémisphérique, moindre d'activité neuronale, réduction des volumes des aires et ectopie neuronale dans les aires. Mon étude de cas consiste à un échantillon de 4 élèves scolarisés et d'âges différents. Ce sont 2 filles et 2 garçons. Bon, diagnostiqués et confirmés avoir la dyslexie, la dysgraphie, la dyscalculie, la dysphasie, la dyschronie et la dysmnésie, ainsi le trouble d'attention avec ou sans hyperactivité. Bon, dans l'échantillonnage, la dyspraxie présente des troubles d'acquisition de coordination avec difficultés visio-constructives et idéomotrices. Elle engendre la difficulté à maintenir convenablement un instrument et à jouer correctement un instrument de musique, à l'instrument de musique. La dyslexie, pardon, je reviens. La dyslexie, qui est l'atteinte de la conscience phonologique, absence de l'automatisation du décodage, lenteur d'accès à l'image motrice des mots en évocation rapide en temps réel. Ce qui fait la difficulté liée au chant,
au solfège chanté, les formes, les hauteurs des sons. Donc, ils sont à chaque fois obligés de déchiffrer les mêmes notes comme s'ils les voyaient pour la première fois. Donc, c'est un vrai problème, ça. Donc, la dyschronie, qui est la difficulté à appréhender l'organisation temporelle, donc la difficulté à saisir des rythmes, les rythmes et le tempo, ou à segmenter une ou plusieurs structures rythmiques. Donc, dans l'échantillonnage aussi, la dysgraphie d'ordre spatial, qui est la perturbation de l'organisation générale, de l'horizontalité de lignes, et non-respect des lignes, absence des marges. Donc, ça fait une difficulté à gérer une portée musicale composée de 5 lignes qui contiennent des notations de différentes structures dans des emplacements divers dans la portée musicale. Donc, la dysmnésie ou trouble de mémoire, c'est l'altération des tâches de mémoire à court terme audito-verbales dans l'échantillonnage. Donc, les difficultés rencontrées sont difficultés en répétition. Ils ont du mal à répéter les choses convenablement, les sons convenablement. Difficulté d'accès à la forme de notes musicales, hésitation, pas de différenciation entre les notes, les sons proches. Le trouble d'attention avec ou sans hyperactivité présente dans l'échantillonnage, c'est l'inhibition de l'attention sélective audiovisuelle, de l'attention soutenue et de l'attention divisée. Ce qui fait la difficulté à se concentrer sur une activité et difficulté à partager les ressources attentionnelles afin d'effectuer plusieurs tâches simultanées. Par exemple, lire le solfège, battre les rythmes en chantant, jouer à l'instrument en regardant la partition. Donc, les démarches de l'expérimentation étaient d'adopter une pédagogie de soutien par les méthodes traditionnelles de l'apprentissage musical pendant 6 semaines consécutives à l'ordre de 1 fois par semaine. Donc, cette démarche est débutée par la préévaluation des connaissances musicales des 4 élèves qui sont déjà familiarisés avec la musique, mais avec quelques notions de base. Puis, la réévaluation après 6 semaines. Donc, le cours était collectif pour l'apprentissage de clés de sol, portée musicale, les formes, hauteur de notes, etc. Mais c'est à la méthode traditionnelle de l'apprentissage. Donc, à la réévaluation, avec les tests d'évaluation des acquisitions musicales, était marqué aussi avec les tâches de répétition. Donc, les résultats après 6 semaines d'apprentissage, pas de progrès significatif. Donc, ils font les mêmes fautes, ils sortent des marges de la portée musicale, ils écrivent la blanche comme étant un D, et dans un seul emplacement dans la portée musicale, le clé de sol est toujours mal fait. Donc là, vous voyez la chanson Talatia Mahla Norha, donc la dictée. Donc j'ai demandé à la petite fille de réécrire la chanson telle qu'elle est dans sa tête. Donc c'est ça le résultat. Son Tene Yamana Yusa donc Shamsel Dashnoa. Donc c'était faux. Donc d'après ce qu'elle a entendu. La remarque dans l'étude, dans l'expérimentation était un problème commun. Ils ont un problème commun, c'est la mémoire de travail. À court terme, elle est en déficit, donc ils ne peuvent pas retenir l'information. Donc elle est volatile. Donc,
et ça en s'inspirant de la méthode de Kodai, c'est par les gestes, apprentissage par les gestes et par les méthodes plus appropriées. Donc, j'ai adopté donc, la pédagogie de soutien avec des méthodes actives et dynamiques et ludiques, mais tout en pensant à créer des repères pour les enfants. Ces 4 enfants, donc. Donc, j'ai dessiné la portée musicale sur le sol, comme ça, sur la terre, avec un clé de sol et 5 portées de 5 clés. Et on joue en apprenant les lignes, les notes sur les lignes, donc do, mi, sol, si, ré, et les lignes et les notes qui sont situées dans les interlignes. Alors, c'était des compétitions et des apprentissages à LSC. Ça, c'est mi, ça, c'est do, ça, c'est ré. Puis, j'ai intégré le piano pour avoir. Donc, maintenant, ils ont un repère. Donc, ils connaissent les lignes et les interlignes et les notes avec leur nom. Donc, puis, il reste de coller le son, qui est important, de reconnaître un do et le son du do aussi. Donc, c'était des workshops, c'était des travaux, des jeux qui ont appris à reconnaître plus ou moins l'emplacement, au moins de mettre régulièrement un do majeur sur la portée musicale. Donc, du sol au tableau, la deuxième approche, c'est du sol, de la terre au tableau, en plus petit. Donc, j'ai accordé au son des couleurs. Donc, les couleurs en ligne, c'était en vert et les couleurs sur les interlignes, c'était en rouge. Les premiers résultats, parce que c'est une étude longitudinale qui est... Donc, 2 élèves parviennent à écrire convenablement les notes sur les lignes et interlignes, en citant leur auteur, mais avec hésitation, soit 50% du nombre de l'échantillon. Donc, ça va normalement. Donc, à gauche, l'élève écrit convenablement sans mentionner les notes avec un do, en syllabes, en écriture, mais l'autre élève ne parvient pas, il dit que je dois les retenir encore, il mentionne des mi, fa, sol, donc pour retenir. Donc l'enjeu, c'est adapter des méthodes pédagogiques plus appropriées pour les autres paramètres de la musique, intégrer des stratégies d'enseignement différenciées, offrir des perspectives pour d'autres disciplines et se diriger vers la neuropédagogie, et enfin favoriser l'environnement d'un apprentissage inclusif. Merci de votre attention. Merci pour nos 4 collègues, pour leur intervention de bonne qualité et pour leur respect du temps aussi. Donc, j'ouvre le débat. J'ouvre le bal. Merci beaucoup. Moi, je pense qu'il faut avoir une combinaison entre les travaux des 4 experts, puisque, à mon humble avis, il y a quand même un impact sur la première étude par rapport à l'apprentissage ou l'impact de la musique dans les résultats scolaires des élèves. À mon sens, il y a un impact de la musique positif, c'est indéniable, mais je pense éventuellement qu'il y a une notion de culture, d'environnement, de la mixité dont a parlé monsieur tout à l'heure, l'impact de la partie environnement et la partie culture et la partie appréciation. Donc, tout ça, ça rentre dans les résultats. Je pense qu'ils ont eu quand même des ancrages positifs pendant leur expérience. Il y a eu un moment, un son, une voix, quelque chose qui a fait qu'ils ont gardé quelque chose de positif. Entre parenthèses, j'ai fait de la PNL, donc tout ça me parle. Et après, à la fin, pour les enfants 10, je pense que justement, il y a certainement
c'est neurologique, hein, mais je pense que peut-être il y a quelque chose à faire avec la partie hypnose éventuellement. Et je pense aussi qu'il y a une combinaison entre les travaux qu'ont fait Madame Sorad, je pense, excusez-moi si je me suis trompée, parfait, et les élèves et les enfants 10. Je pense qu'il y a une combinaison qui peut se créer éventuellement pour ceux qui ne se sont pas améliorés grâce à la musique. La deuxième partie qui est restée en écart. Je pense que peut-être il y a des méthodes d'apprentissage différentes. Donc, je vous remercie. J'ai pas particulièrement de questions, mais je pense que tout le monde fait un peu la sieste et du coup, je me suis... Merci. Merci. Oui. Merci. Merci beaucoup. Moi, je voulais aussi remercier tous les intervenants de cette session qui ont été exceptionnels. Pourquoi? Parce que bon, je fais de la neuropédiatrie, donc je m'intéresse beaucoup à toutes ces pathologies du neurodéveloppement et je suis tout à fait d'accord que ça mérite d'être travaillé ensemble. Je voudrais poser une question au professeur Chalfi concernant l'hypnose et le neurodéveloppement. Je ne sais pas à partir de quel âge on pourrait proposer ce type de thérapie chez nos enfants, en tout cas. Oui, alors, pour l'hypnose ericksonienne, ça peut commencer même à l'âge de 5 ans. L'essentiel, c'est que l'enfant soit réceptif, soit d'accord aussi, soit d'accord, parce que parfois les enfants ils manifestent une certaine résistance par rapport à l'accompagnement, par l'hypnose. Donc, réceptif et aussi, après, pour les suggestions, le problème qui se pose maintenant, ils ne comprennent pas bien le français. Si on peut faire des suggestions en arabe, je ne pense pas arabe littéraire, mais plutôt, c'est ça la difficulté. Donc, il faut vraiment... Mais sinon, il y a... les enfants adorent les métaphores. Et donc, étant donné que l'hypnose ericksonienne se base en partie sur les métaphores, ça marche et ça va vite avec les enfants par expérience. Là, la progression est vraiment très significative. Merci. Oui. Donc, juste une petite réaction. Juste une petite réaction Oui. et je vous quitte. Ah. Voilà, juste Mais- réagis. Ah. Ne me quitte pas. Je vais chanter. Bon, Bien. حبيت نقول لك on a hier j'étais pas là parce qu'on était avec Emel avec une délégation franco-italienne qui sont venus pour diagnostiquer les enfants dyslexiques dans 10 écoles et 4 régions de la circonscription d'inspection d'Orsosef. Et on a des diagnostics, c'est pour ça que j'étais pas ici hier, mais j'étais là pour une cause vraiment très, très importante pour moi, pour les familles des enfants dyslexiques. Et avec ma professeure, je suis en train de voir ce qu'elle fait dans ses ateliers. J'ai même assisté à une séance avec elle. Donc, je vous rassure, nous travaillons pour ces enfants-là à besoins spécifiques. Et sincèrement, c'est la plus belle des choses qu'on puisse faire dans la vie. Je vous souhaite une bonne continuation pour vos travaux. Merci beaucoup, chers collègues. Merci. Merci à vous tous. Allez. Bien. J'ai une question pour la dernière présentation. Vous avez dit qu'après quelques mois ou semaines, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, mois ou semaines, que les élèves n'ont rien appris. Pas d'apprentissage. Moi, je me pose la question, et peut-être qu'il y a un problème dans la méthode d'apprentissage. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que l'apprentissage à travers la partition et le solfège est un bon moyen pour l'enseignement de la musique? Est-ce que c'est pertinent ou non? Peut-être il faut imaginer autre chose. L'oral, l'audition, la mémorisation, l'apprentissage. Professeur, est-ce que vous pouvez l'interaction, etc. plus fort parce que ça m'a choyé la question. D'accord. Voilà. Pardon. Voilà, تفضل. Vous avez dit qu'après quelques mois ou semaines, je ne sais pas, je ne suis pas très sûr, mois ou semaines, que les élèves n'ont rien appris. Pas d'apprentissage. J'étais un peu surpris. Peut-être qu'il y a un problème dans la méthode d'investigation, la méthode d'apprentissage. Et la preuve, ce que vous avez utilisé comme moyen
l'apprentissage à travers la partition avec le solfège et les clés de sol et les lignes et tout ça. D'ailleurs, même pour des musiciens, entre guillemets, normaux, ils préfèrent l'interaction directe par l'échange, l'imitation, la mémorisation, la recréation, etc. Et après, à un certain niveau, on passe par le solfège. Voilà. Une petite remarque pour Fouad. Vous avez parlé de segmentation. Moi, je me pose la question, quel est l'indice perceptif ou le critère à l'œuvre dans la segmentation? Et en fait, pourquoi la segmentation? Pourquoi vous avez orienté l'écoute vers le découpage de la structure et pas sur les processus d'identification et de reconnaissance de matériaux musicaux? Et merci. Merci, merci, Ayari. Donc, Ena, j'ai pas mentionné au début, d'abord, j'ai pas dit après des mois, j'ai dit après 6 semaines. C'était juste 6 semaines consécutives. Donc, c'était aux classes ordinaires, normales d'apprentissage au Conservatoire national. Donc, là où j'ai appris qu'ils sont en difficulté, ils ne parviennent pas à joindre leurs collègues à lire normalement. J'ai essayé la pédagogie de soutien carrément, aller répète, on fait ça, on fait ceci. J'ai répété les sons, l'écriture, mais ça n'a pas donné de progrès significatif. C'est pas de progrès carrément, mais c'est pas de progrès significatif. Il reste au début, même avec les premières notions de base. Donc, j'ai changé, puisque je suis au conservatoire, on n'a pas la notion de travailler avec les pédagogies actives en classe au Conservatoire national de Tunis. Donc, j'étais obligée de les faire sortir et faire l'expérience. C'était au dehors des classes avec les élèves. C'était un lundi après-midi, au cours, quand il n'y a pas de classe dans les conservatoires. Voilà, c'est ça. J'espère que je vous ai répondu. Est-ce que le solfège et la reconnaissance des lignes et des blanches et des noires non, ce n'est pas la bonne méthode d'apprentissage de la musique dans ce contexte et avec ce niveau d'âge des élèves? Non, ce n'est pas le bon choix. Non, bien sûr, je suis toujours avec les méthodes d'éveil musical, même au grand. Bon, je pars de l'activité vers l'écriture, le déchiffrage petit à petit peut-être, mais je suis toujours du côté de sentir le rythme à travers le corps, de jouer. C'était toujours ludique dans ma classe, donc bien sûr, je compte pas, je veux pas, je suis pas du côté de la partition et jouer comme ça et lire la partition et do, c'est ré, donc c'est pas efficace du tout. Je suis pas du côté avec donc. Et merci de votre intervention. C'est poète. Merci, M. Mander. En fait, pour répondre à votre question, pourquoi le découpage ou le but du découpage? En fait, pour tester, ma raison, c'est pour tester les connaissances des auditeurs. Et j'ai orienté en fait les tâches selon deux processus, l'une qui relève des connaissances musicales pour découper, que ce soit selon des connaissances musicales en jazz ou tunisiennes, et deuxièmement pour voir comment l'influence culturelle est primordiale ou l'influence et oriente l'écoute. Donc, c'est pour enfin aussi voir quels sont les éléments qui ont guidé et orienté l'écoute des musiciens. Voilà. Deux autres dernières questions, vous et vous. Oui. Merci pour les présentations. Ma question porte sur l'hypnose. Comme vous avez dit, quand on est en train de conduire une voiture ou de jouer de la musique ou dessiner, on est sous hypnose. Je voulais savoir si l'état hypnotique est binaire, soit on est sous hypnose, soit on ne l'est pas, ou bien il y a des degrés d'hypnose. Sinon, est-ce que c'est utile de mesurer le degré d'hypnose chez une personne? C'est utile pour des études ou bien pour renforcer
l'état d'hypnose d'une personne et quels sont les indicateurs? C'est possible de faire ça à travers des analyses physiologiques ou à travers des analyses d'images? Voilà, ça c'est la première question. Et la deuxième, au début, je pensais que la présentation, c'était sur l'hypnose par la musique. Est-ce qu'il y a un intérêt aussi dans vos recherches pour l'hypnose par la musique, comme par exemple voir quelles sont les caractéristiques musicales qui permettent de mettre une personne dans un état d'hypnose? Merci. Dernière, quelqu'un. Oui. Merci pour les intervenants. Voilà, ma question, c'est si le corps est le facteur majeur, le facteur numéro un pour une perception, c'est-à-dire une perception sonore et rythmique, plutôt une version plutôt totalitaire qui regroupe les 5 sens. Faut-il penser à une relecture de la perception et avoir des enfants beaucoup plus créatifs et attentifs? Peut-être les cas des enfants synergiques donnera un moyen pour revoir une nouvelle perception, une relecture qui peut créer de nouvelles pistes pour l'apprentissage, à la manière de la Gestalt théorie. Merci. Merci. Alors, je vous remercie pour vos questions. C'est très intéressant ce que vous avez posé comme question. Alors, pour la première question, en fait, nous passons par des états de transe plusieurs fois dans la journée. Quand vous conduisez, quand vous écoutez la musique, quand vous lisez un livre, à chaque fois que vous avez une attention focalisée sur quelque chose, regardez un film, c'est un état de transe qui est un état naturel. Il est utilisé pour la thérapie, c'est-à-dire on utilise ces états modifiés de conscience. Alors, concernant la mesure, bien évidemment, avec tout ce que nos collègues nous ont présenté sur les techniques disponibles actuellement pour étudier le cerveau, on peut faire, c'est à l'infini, on peut faire des travaux de recherche pour mesurer qu'est-ce qui va se passer exactement, quelles sont les zones qui vont s'allumer dans le cerveau suite à des suggestions hypnotiques. Alors, pour mesurer, vous avez parlé de mesure, en fait, il y a plusieurs niveaux de profondeur de la transe. On peut avoir une transe légère, rien que juste une petite question, utilisez une voie de transe, vous êtes assise, et là, c'est déjà une transe. Par ailleurs, certains thérapeutes approfondissent la transe. Bon, il y a maintenant, on parle de l'hypnose quantique, alors je parle sous le contrôle de mes collègues psychologues. Donc, on va dans des niveaux très, très profonds. Et là, c'est une autre histoire, c'est un autre chapitre de l'hypnose. Il y a Dolores Cannon qui a publié peut-être 15 ouvrages, c'est une Américaine qui amène les patients dans des états de transe tellement profonds. Elle communique avec les patients, donc, et là, elle a beaucoup d'informations. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder sur le net Dolores Cannon. Passons par l'hypnose par la musique. Oui, ça, c'est intéressant. Déjà, si vous écoutez la musique, vous aimez la musique, quand il y a la musique, vous êtes déjà dans un état de transe. Une transe musicale. C'est une transe musicale qui vous baignez dans l'atmosphère ou dans l'ambiance musicale, donc vous êtes complètement déconnecté de ce qu'il y a à l'extérieur. Complètement isolé, surtout maintenant avec les casques là, c'est une immersion totale. L'hypnose par la musique et la fin c'était... Je ne sais pas, parce que ce match. Oui. On peut poursuivre le débat dans la pause café. D'accord. Pour que ce ne soit pas deux personnes qui discutent comme ça. En tout cas, merci pour la pertinence de vos questions.
Je vous en prie pour la réponse. Mais avant de passer, parce qu'il y a la question de madame ou commentaire, hyperactivité, les enfants hyperactifs et le corps, d'accord. Oui, c'est à vous. Oui. Le corps est un vecteur majeur pour la perception sonore et rythmique. Faut-il repenser cette perception et avoir des enfants plus créatifs et tout, comme les enfants synergiques qui perçoivent les sons à travers plusieurs sensations, la couleur, le toucher, même une sensation olfactive. Donc, faut-il repenser ces schèmes de perception des ondes sonores et rythmiques? Merci, Madame Saloua, pour votre question. Oui, on est déjà là. Déjà, on travaille, moi, je travaille depuis 15 ans sur la perception musicale pour les enfants. Donc, à travers les méthodes ludiques, les couleurs, les jeux, donc les rythmes. Voilà, pour moi, je suis là, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Madame Rim Jmal aussi, c'est son domaine déjà depuis une vingtaine d'années, voire plus. Donc, ça progresse en Tunisie, ça progresse petit à petit. Si j'ai répondu à votre question. Merci. Merci. Merci à vous tous. Donc, vous avez une petite pause, je pense, Madame Abel. Et